Pour nous, mais également pour vous, avec une nouvelle équipe de réalisation. Mais c'est toujours le même objectif, vous amener à la découverte du Burkina, vous informer à travers la revue de presse présentée d'ailleurs aujourd'hui par Elhaj Soumaïla Rabo, le directeur de l'information de Savane Média, mais vous amener aussi à l'information à travers nos invités que nous recevrons sur ce plateau. Aujourd'hui, on parlera donc des ambassadeurs de la paix et Words. C'est une cérémonie qui vise à récompenser tous ceux-là qui œuvrent pour la paix au Burkina Faso. On recevra les promoteurs sur ce plateau. Plus tard, on parlera du projet 1000 nouveaux bacheliers qui vise à orienté. Ça sera un panel organisé par l'association Les Merveilles du Faso pour notamment échanger avec les nouveaux bacheliers, histoire de les informer et surtout de les guider vers le choix des filières à l'université. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Nous partons à la découverte de la caste des forgerons cette semaine. C'est dans la rubrique à la découverte de appelé Amoré, Seigneur, et ou sinon le forgeron. Donc vous le connaissez dans la société Mouaga, et nous partons à la découverte de la caste des forgerons, et puis bien sûr représenté valablement aujourd'hui dans le monde culturel et surtout du conte par KPG, donc qui est conteur professionnel, qui valorise lui-même donc l'art des Saint-Ba, donc de ceux-là qui travaillent la forge. Et nous avons décidé de découvrir cette caste-là. Alors rappelons qu'au Burkina Faso, il existe une soixantaine d'ethnies qui vivent ensemble harmonieusement depuis plusieurs siècles. Et cette harmonie s'explique en partie à travers l'existence aussi de groupes socio-professionnels communs à la majorité des ethnies du Burkina. C'est le cas par exemple des forgerons qui existent un peu partout, donc dans plusieurs ethnies du Burkina, et nous découvrons les forgerons du Burkina. Le forgeron remplit plusieurs fonctions au sein des sociétés actuelles et surtout des sociétés passées. Doté de grands pouvoirs naturels et surnaturels, il inspire la crainte et la méfiance chez certains. Il est d'ailleurs vénéré par d'autres. Les forgerons, grands maîtres du feu et des métaux, sont souvent redoutés. Leur œuvre implique un savoir initiatique et un acte de création qui n'est pas bien sûr sans danger. Le forgeron, c'est le médiateur, il faut le dire, parce que c'est à lui qu'on fait appel quand il y a la foudre pour séparer l'homme et le ciel. C'est à lui aussi qu'on fait appel lorsqu'il y a une mort tragique. Toutefois, donc, il faut dire que le forgeron, appelé encore Amoré Seigneur, est le travailleur donc des métaux précieux. Leur origine se trouve aussi dans les mythes. Et ils sont pour la plupart du temps des autochtones des localités dans lesquelles ils sont installés. Le forgeron façonne les métaux à l'aide de techniques de travail modernes et inspirées de la tradition afin de réaliser des éléments de construction en métal tels que les grilles, les portails en fer forgé et d'autres. Avant, c'était bien sûr la daba. Il faut également retenir qu'il y a des forgerons donc de naissance, mais également des forgerons d'adoption. Le forgeron, c'est celui-là qui est le médiateur du moins dans la société. Mouaga, par exemple, les chefs ont toujours voulu la présence d'un forgeron au sein de leur royaume, histoire donc de les faire intervenir lors que ce soit donc de disputes ou de cas de mort tragique, comme je le disais, ou en cas de foudre. Il faut dire que le forgeron, c'est celui aussi qui a refusé la chefferie pour justement pouvoir se consacrer à la forge. Puisque on dit que ces forgerons-là sont dotés d'un pouvoir mystique. Et vous le savez, il y a aujourd'hui des activités qui visent à valoriser la forge, que ce soit à Arbolé, que ce soit à Kaya, que ce soit des activités organisées notamment par le conteur professionnel, comme je le disais tout à l'heure, KPG, ça vise justement à rappeler ou à informer encore sur le travail de la forge. Donc tout au long de cette semaine, on va vous proposer des témoignages concernant donc le travail des forgerons. Les noms de famille que vous pouvez retenir aussi concernant donc les forgerons, on a les Nikiema, oui, ce sont des Saint-Ba, donc on a les Nikiema, on a bien sûr les Ketska, donc vous avez des noms de famille comme ça que vous pouvez retenir, ce sont des forgerons. Merci beaucoup de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2. Et pour la suite de cette aventure, on va juste marquer une petite pause. Juste après, on va s'informer.
Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Elhadj Soumaïla Rabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je commence avec Sidoya. Ok. Sidoya, le quotidien d'État affiche à sa une, premier sommet de l'AES. Les chefs d'État adoptent le traité portant création de la Confédération des citoyens de l'espace se prononce. École d'état-major national de Koulikoro, les stagiaires de la 36e promotion chez le Naba. Conduite de la transition, les Burkinabés du Niger saluent l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré. Dans éditorial, on lit « Ensemble, nous sommes plus forts ». Héros, martyrs et invalides de la nation, des réflexions pour une meilleure reconnaissance. Football, l'équipe de la présidence du Faso triomphe des footballeurs professionnels par 3-2. Nous passons au quotidien aujourd'hui au Faso, premier sommet des chefs d'État de l'AES à Niamey, la Confédération en marche. Déclaration de Niamey, communiqué final. On peut lire aussi premier sommet des chefs d'État de l'AES à Niamey et sommet de la CEDEAO à Abuja, deux conclaves antagoniques pour sous-région tourmentée. Ragailleux, obtention d'un 5e certificat ISAGO consécutif. ASCLC dit nouveau gardien de la transparence, prête serment. Justice, pas de liberté provisoire pour Marcel Tankwano et ses co-détenus. 6e édition du marathon des échangeurs de BF1. Le Kenya Ezra Kiblanga en taille patron. Législative anticipée en France, l'Hexagone n'a pas basculé dans l'extrême droite. Le nouveau front patriotique sort gagnant. Le journal Le Pays, à présent sommet de l'AES, le chef d'État adopte le traité portant création de la Confédération. Mémoire de la nation après Thomas Sankara, bientôt d'autres héros ou martyrs honorés. Sanctions contre des médias au Burkina, l'UAS dénonce des atteintes à la liberté de la presse. Confidence du week-end. ALT, le MDA de Amadou Tal va siéger. Cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, 20 diacres ordonnés prêtres. Pour la mise en place des projets structurants et intégrateurs de l'AES, c'est à lire aussi dans le pays. Et puis football, Asfa Yenenga, Compaoré Isaka investi comme PCA. Football toujours à la une du journal Le Pays, l'équipe de la présidence du Faso triomphe des footballeurs professionnels par 3-2. Et puis on termine avec l'Obs. Le quotidien L'Observateur Palga, le doyen des quotidiens, affiche à sa une alliance des États du Sahel, naissance d'une confédération. Confédération AES, CEDEAO, deux sommets pour une séparation de corps. Conduite de la transition, les Burkinabés du Niger saluent l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré. École d'état-major de Koulikoro, la 36e QV se ressource à Pangé. Héros martyrs invalides de la nation, la feuille de route des comités techniques adoptés. C'est ce qu'on peut lire à la une des quotidiens ce matin. Merci Elhadj, et on retient à travers la lecture de ces titres que c'était un week-end de sommet. Oui. On débute. Sommet antagonique. C'est ça. On commence par l'AES et on s'intéresse à l'accueil du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso à Niamey. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est pas, c'est pas plus concret de voir que de dire. Moi, c'est pas le monde qui m'a surpris. C'est du jamais vu, ce qu'on a vécu vendredi après-midi à Niamey à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré pour la première fois au Niger. C'est pas le monde, parce que j'imagine que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu comme le président Thomas Sankara, un président jeune, militaire, en phase avec les aspirations de la jeunesse et des peuples les plus martyrisés, très proche du peuple, je vais dire engagé dans la rupture sans concession avec l'ancienne puissance coloniale, et on va dire il a tout pour séduire, pour plaire et puis pour mobiliser. Moi, ce qui m'a marqué en tant que Burkinabé, c'est la gratitude du peuple nigérien. Ça veut dire que ce peuple-là, et le président Tchani l'avait dit quand il était passé à Ouagadougou et à Bamako pour dire merci pour tout ce que les deux chefs d'État, les deux peuples ont fait pour sauver le Niger, pour sauver le CNSP,
pour aider le Niger à se débarrasser de ceux qui le pillent depuis longtemps. Le peuple nigérien est un peuple reconnaissant. C'est un grand peuple qui sait que si le Burkina et le Mali n'avaient pas pris la décision de venir au secours des Nigériens, la France, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, je cite quelques pays pour dire ceux qui étaient vraiment prêts, engagés à envahir Niamey pour rétablir Mohamed Bazoum, même s'il paraissait vomi par le peuple, probablement en raison de leurs propres intérêts personnels au lieu des intérêts du peuple nigérien. Le peuple nigérien, c'est ce grand peuple-là qui reconnaît que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta nous ont sauvés et qui exprime à sa façon, c'est sa façon d'exprimer au chef d'État du Mali et du Niger là, cette gratitude, c'est-à-dire de partager ce qui a été la plus grande difficulté du Niger de ces dernières années-là, la menace d'un envahissement par des voisins. C'est inimaginable. C'est-à-dire, dans d'autres contrées, on n'imaginerait pas ça. Vous êtes dans une association. L'association, par nature, est faite pour qu'on s'entraide. Et puis, l'association, là, se transforme en association d'exposition aux vulnérabilités. C'est dans l'association, là, que vous devenez plus vulnérable. Alors que vous pensez que l'association, là, devait vous aider à vous sortir de la vulnérabilité et de la menace, voyez-vous. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué davantage, ce peuple nigérien là qui sait, qui lui a fait du bien et comment le lui rendre de la plus belle façon. J'ai vu ce Nigérien qui a dit, ah, j'ai vu Ibé, j'ai vu le président du Burkina Faso, je l'ai vu très près comme ça, à 50 cm. Il était tout heureux, comme si Ibé était un extraterrestre, voyez-vous. Mais en réalité, ce n'est pas le président. C'est le rêve africain qui l'incarne, le rêve de la rupture et du refus de l'esclavage. Alors, il y était pour participer justement à un sommet, et un sommet qui a vu naître des grandes décisions. Oui, en premier, les chefs d'État, le général Abdraman Tiani du Niger, le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, ont signé le traité qui institue la Confédération AES. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ces trois pays-là sont confédérés. C'est des États indépendants qui gardent leur indépendance et leur souveraineté, mais qui décident pour certaines matières, dans certains domaines, dans certains secteurs stratégiques, où la mise en commun de leurs forces va davantage les renforcer, ils décident de mettre ça en commun. Voilà. On attend de voir les détails de cette mise en commun et des domaines confédérés là, mais ils ont d'ores et déjà dit que les questions sécuritaires, les questions de défense, les questions des services sociaux de base, santé, éducation, eau potable, énergie, les préoccupent au point. Et ils ont dit que la cohésion sociale est une préoccupation particulière pour laquelle les chefs d'État s'engagent à travailler main dans la main pour que nous soyons en sécurité, en paix, mais en toute cohésion et dans un vivre ensemble exemplaire. Ils ont décidé de créer une banque d'investissement pour aider les pays à relancer leurs économies après une dizaine d'années, une décennie au moins pour chacun des pays-là, de lutte éprouvée contre le terrorisme. Ils ont décidé de mettre en place un fonds de stabilisation pour aider les budgets à tenir. Et puis, ils ont décidé d'autres batteries de mesures pour que la confédération soit une réalité. Je termine par ça. Ils ont instruit leur ministre de la Communication de travailler sur une stratégie de communication, de diffusion et d'expansion d'informations saines fondées sur les langues nationales des trois pays pour que nous puissions bien entendu nous départir de ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire des fake news fabriqués en laboratoire pour nuire, parce qu'on n'est pas content que les gens décident de se prendre en charge eux-mêmes. Si vous voulez pas aider, si vous voulez aider des gens, ils n'en veulent pas.
est-ce que vous êtes obligé? Vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez vous occuper de ça. Donc les chefs d'État ont pris ces décisions-là et ça anticipait le sommet de la CEDEAO et des gens à la CEDEAO ont dit qu'en réalité, le sommet de l'AES n'était pas prévu de si près que ça. C'est parce que la CEDEAO se réunissait hier dimanche que l'AES a anticipé un sommet le samedi pour couper l'herbe sous les pieds de la CEDEAO. On ne sait pas trop, mais toujours est-il que les deux sommets se sont tenus et l'AES a pris ses décisions en toute souveraineté. C'est historique, tout le monde les relève. C'est encourageant pour tous ceux qui sont engagés dans la fièvre actuelle de décolonisation totale et de renforcement de la souveraineté des États et tous ceux qui sont convaincus que le terrorisme, ça en est fini pour lui en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sahel central. Alors, parlons justement aussi de ce sommet de la CEDEAO qui s'est intéressé forcément à l'autre sommet. Oui, parce que le sommet de la CEDEAO était consacré à l'AES. C'était pour parler de, bon, si les pays membres de l'AES là veulent revenir, comment on fait? Et comment on les encourage même à revenir? Et s'ils ne veulent pas revenir, bon, écoutez, qui décide de ne pas revenir, mais en assumant toutes les conséquences. Voilà, c'est ce qui était dit avant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO hier. Finalement, c'est ce qui s'est fait. Bon, peut-être la chose qu'il faut noter dans la forme, le président ivoirien Alassane Ouattara n'était pas sur place. Il s'est fait représenter. Le président béninois Patrice Talon n'était pas sur place. Il s'est fait représenter. On peut relever ça. Et puis il y avait deux nouveaux présidents, le Libérien Boakai et puis le Sénégalais Faye. Voilà, il nous est revenu que dans les discussions, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a attiré l'attention sur ses pairs de la CEDEAO. Donc, ils sont maintenant 12. Bon, même si en droit et théoriquement, le Burkina, le Mali et le Niger sont toujours membres de la CEDEAO jusqu'au moins en janvier prochain. Parce qu'il faut un préavis de 12 mois. C'est en janvier que les trois pays ont annoncé leur retrait. Sans conditions et puis dans l'immédiat, tout ça. Mais ça veut dire si on respecte les textes de la CEDEAO, c'est jusqu'en janvier qu'on a pour quitter définitivement. Bassirou Diomaye Faye a attiré l'attention de ses pairs. C'est ce qui filtre des échanges à huis clos sur les risques d'éclatement dans la sous-région, des divisions, des dispersions des États. Parce que c'est pas sûr que les 12 là restent soudés si la CEDEAO ne prend pas les bonnes décisions en ce moment Carrefour là. Il a relevé aussi que la CEDEAO doit travailler sur ses propres limites, se remettre en cause, corriger ses insuffisances. Bon, ce que la CEDEAO n'arrive pas à faire. C'est pas facile de changer. Quand vous avez pris des habitudes pendant de 75 à maintenant, vous imaginez, ça fait bientôt 50 ans. Même si ce ne sont pas les mêmes hommes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Vous savez, les États, c'est la continuité. Donc, ce que les prédécesseurs ont pris comme décision, après, vous construisez là-dessus au fur et à mesure, et ça devient vos habitudes. Les habitudes, là, se transforment en comportement. La CEDEAO, aujourd'hui, a un comportement qu'elle n'arrive pas à changer. Voilà. Et ça va être difficile pour elle de survivre si elle ne change pas. Parce que c'était une organisation à l'origine, ça il fait une digression, fondée, créée pour travailler sur l'intégration économique. Mais depuis quelques années, ça le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré l'a dit en Belgique, au Forum Trans-Montana. Il dit que la CEDEAO a dévié de sa trajectoire depuis des décennies. C'est pour l'intégration économique qu'elle a été créée. Maintenant, là, elle est devenue une organisation politique. Ce qui la préoccupe, c'est la démocratie, c'est les pouvoirs politiques, c'est les constitutions. Alors qu'à l'origine, c'était pas ça. À l'origine, c'était de voir comment les pays là commercent ensemble, travaillent ensemble, se relèvent économiquement quand il y a des difficultés de gauche à droite. Parce que les gens disent qu'en fait, ce qui a déclenché la création de la CEDEAO, c'est la guerre du Biafra au Nigeria. Le Nigeria en était sorti affaibli. Il fallait voir comment aider le Nigeria à se relever à travers un commerce entre les États qui aide vraiment tous les pays là à se porter bien économiquement. Bref, la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a dit que il faut qu'elle travaille sur ses propres insuffisances. Il faut que les chefs d'État prennent les mesures les plus adéquates pour éviter l'éclatement de l'organisation.
Et puis troisièmement, qu'ils arrêtent de tripatouiller les constitutions. Bon, ça c'est les discours des nouveaux venus là. On a vu que Umaru Sissoko Embalo avait fait la même chose il y a quelques années. Il avait même eu une prise de bec avec le président Alassane Ouattara qui modifie les constitutions comme il veut. C'est devenu son sport favori. Bon, et puis après il s'est rangé. Umaru Sissoko Embalo s'est rangé. David Bassirou Diomaye Faye, bon, vient de prendre le relais. On verra bien s'il va continuer. Mais j'imagine qu'en fait Bassirou Diomaye Faye, il parle pas comme ça juste parce que il veut se montrer courageux ou il veut faire changer la CEDEAO. Ceux qui l'ont élu là, c'est ce discours-là qu'ils attendent de lui. S'il ne tient pas ce discours à Dakar, là, ça peut chauffer. Donc il en tient compte. Je crois qu'il a bien fait de dire les choses comme ça. Mais c'est en réalité ce que la CEDEAO doit faire pour ne pas mourir, pour ne pas disparaître. Sinon le risque est grand que la CEDEAO disparaisse. Maintenant la CEDEAO a décidé quoi? En fait, ce n'est pas des décisions en tant que telles. La CEDEAO a brandi des menaces de conséquences que pourraient subir les 3 pays membres de l'AES s'ils continuent leur dynamique et s'ils aboutissent au retrait total de la CEDEAO, c'est-à-dire autour de janvier 2025. Ça veut dire, si vous quittez définitivement et puis on acte votre sortie de la CEDEAO, ce qui peut vous arriver. Ce qui peut vous arriver. C'est ça qu'ils ont dit. C'est comme ça que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas des décisions prises, actées et puis qui vont être mises en œuvre tout de suite. Si vous écoutez bien le communiqué final lu par le président de la commission de la CEDEAO, Dr Touraï, il a dit pourrait. Pourrait, par exemple, les citoyens des pays membres de l'AES pourraient, par exemple, être obligés de demander des visas. Donc de faire des démarches de demande de visa, de payer des frais de visa, pourrait, si effectivement la séparation entre la CEDEAO et l'AES est actée. Donc pourrait demander des visas pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Bénin, pour aller au Sénégal, pour aller au Togo. Mais en diplomatie, ça fonctionne sous le régime de la réciprocité. Si vous imposez un visa à mes citoyens, moi aussi j'impose un visa à vos citoyens. Maintenant, ils ajoutent que les citoyens de la CEDEAO là pourraient ne plus pouvoir, non, les citoyens de l'AES pourraient ne plus pouvoir vivre sans conditions comme ça dans les autres pays membres de la CEDEAO et pourraient ne plus pouvoir créer des entreprises comme ils le font aujourd'hui librement dans les autres pays de la CEDEAO, pourraient ne plus utiliser la carte de voyage, le livret de voyage CEDEAO, pourraient ne plus utiliser la carte grise, brune, des voitures là, qui permet de circuler dans les 15 pays membres de la CEDEAO sans problème, donc pourraient ne plus bénéficier de tous les instruments de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Donc nous, on va perdre des privilèges. C'est ce que la CEDEAO dit. Donc c'est brandi comme menace. Mais comme ça fonctionne sous le régime de la réciprocité, ce que la CEDEAO fait contre les citoyens de l'AES là, c'est ça que l'AES va faire contre les citoyens des autres pays membres de la CEDEAO. Maintenant, ça c'est bien, ça c'est ce qu'on peut dire théoriquement. Mais après, quand les chefs d'État vont finir d'acter ça, je ne sais pas en janvier, en février 2025 là, quand ils vont finir d'acter ça, qu'est-ce que leurs populations vont leur dire? Quand Alassane Ouattara va commencer à dire les Burkinabés n'ont pas prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les Ivoiriens vont lui dire? Quand Diomaye Faye va signer ça, qu'est-ce que les Sénégalais vont lui dire? Voilà. Quand Patrice Talon va signer ça, qu'est-ce que les Béninois vont lui dire? Tu as bien fait de venir de venir donner un coup de pouce à l'intégration, ou bien tu as bien fait de venir séparer davantage les citoyens ouest-africains entre eux. Maintenant, leur argument massif, c'est que c'est l'AES qui a commencé la bagarre, qui a commencé à partir, qui a commencé à lever le ton, qui a commencé, je ne sais pas, à brandir la menace de la démission, de la séparation ou du divorce. Bref, toujours est-il qu'il nous reste encore quelques mois pour qu'éventuellement la CEDEAO mette sa menace à exécution. Mais je crois que l'AES est préparée à ça. On verra bien si on va se retrouver avec notamment deux structures qui collaborent et qui laissent passer les choses. Mais soit dit en passant, ça c'est intéressant. Ça veut dire dans d'autres parties du monde, quand on arrive à ces situations-là, en fait, les organisations là collaborent. Pourquoi pas? Voilà. Mais en fait, chez nous, vous savez pourquoi on ne peut pas collaborer?
Puisque nos dirigeants là ils sont pas indépendants, ils sont pas souverains. Voilà, ils agissent sur commande. C'est comme vous avez votre télécommande là et puis c'est vous qui dites à la télé ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est comme ça. Sinon, si c'est des Béninois qui parlent à des Burkinabés, des Togolais qui parlent à des Maliens et des Ivoiriens qui parlent à des Nigériens, il n'y a pas de bagarre. On peut être dans une organisation, demain on ne se sépare, mais on continue à vivre ensemble. Mais pour eux là, c'est la fin du monde. Voilà, il faut les sanctionner. Alors qu'en Morée, on dit si tu veux pousser un enfant sous la pluie dehors, vous êtes dans la maison ensemble. Et puis vous voulez mettre l'enfant là dehors parce que c'est un enfant. Lui, il peut se faire battre par la pluie. La pluie va vous battre, vous deux. Parce que l'enfant là va pas accepter de sortir facilement. C'est ça, non? Donc vous aussi, vous allez vous retrouver sous la pluie. C'est ce qui va arriver à la CEDEAO et à l'AES si les chefs d'État là ne prennent pas leurs responsabilités, ne font pas preuve de sagesse et ne font pas comme à l'Union européenne. Quand la Grande-Bretagne a dit, bon, nous on a fait notre référendum, nos citoyens disent que bon, les choses, l'euro, tout ça, là, nous on n'est pas dedans. C'est la négociation. Aujourd'hui, là, la Grande-Bretagne travaille avec les autres pays d'Europe là sans problème. Il n'y a pas de bagarre. Mais chez nous, les Africains, là, non. Si tu quittes l'association, là, on ne va plus venir chez toi. Toi aussi, tu ne vas plus venir chez nous. C'est enfantin. Et ça m'écoeure que des chefs d'État se comportent comme ça. Attendons de voir les mois à venir. Alors, en attendant, on revient au Burkina Faso pour parler donc de football. Oui, d'accord. Entre l'équipe de football de la présidence et les anciens internationaux. Le président Ibrahim Traoré a fait un doublé. Il a marqué 2 buts. Maintenant, est-ce que c'est 2 buts arrangés ou c'est 2 buts, je ne sais pas, c'est 2 buts sincères après avoir mouillé le maillot, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la présidence a battu les internationaux, les professionnels, ça y est, les Bertrand Traoré, les Charles Kabouré, les Edmond Tapsoba, et puis ils étaient là. Et puis l'équipe du président, le président avait le dossard 10, a battu les professionnels, 3-2. Maintenant après, je crois que c'était la partie la plus intéressante. Le président a eu un message à livrer aux internationaux. Il leur a demandé d'être soudés, de préparer la relève et de ne pas donner l'impression qu'ils sont divisés. Il peut y avoir des petites difficultés de temps à autre quand on vit ensemble en équipe, tout ça. Mais il a dit l'essentiel, c'est le Burkina, c'est la victoire, c'est l'image du Burkina. Et je crois qu'il leur a parlé directement et ça devrait les aider à davantage de cohésion au sein de l'équipe nationale de football. On termine à l'international. En France, le nouveau Front populaire sort gagnant de l'élection. Finalement, Jordan Bardella, Marine Le Pen du Front national ne vont pas aller à la primature, donc à Matillon. Ils n'ont pas comme espéré gagner au second tour des législatives. C'était hier. Finalement, c'est le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête, suivi du regroupement du président Emmanuel Macron qui arrive deuxième, et puis finalement le Front National arrive troisième, alors que le Front National qu'on présente comme un parti raciste, c'est un regroupement raciste, une coalition de racistes, pensait pouvoir passer cette fois-ci à la primature, faire la cohabitation avec Emmanuel Macron pour redresser, selon Jordan Bardella, la France. Finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était passé à Ouaga, qui était passé au mémorial Thomas Sankara, qui, en soit dit en passant, s'est présenté comme un amoureux de Thomas Sankara. Moi, je n'y crois pas du tout, parce que Sankara est décédé il y a longtemps, lui n'était jamais venu. Donc, c'est probablement Jean-Luc Mélenchon qui va passer à Matignon, qui va être Premier ministre, ou en tout cas, quelqu'un de sa coalition, en attendant que Macron, qui recule tous les jours ou toutes les secondes, termine, on l'espère, paisiblement son mandat. Merci bien, Elhadj. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Smaïla Steve Zagré. Il est secrétaire chargé à la communication du MEPAP. Donc, le MEPAP, c'est le Mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie. Bonjour, Monsieur Zagré. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire chargé à la communication du MEPAP, le MEPAP qui organise donc les ambassadeurs de paix et autres, donc les APA. Mais découvrons plus justement votre mouvement. Alors, merci madame.
Avant tout propos, permettez-moi de dire merci au groupe Savane Média à travers ces médias, Savane TV et Savane FM, qui se positionnent aujourd'hui comme un partenaire incontournable du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, le MEPAP. Alors, le MEPAP, c'est une association à caractère apolitique et laïque qui promeut des valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Alors, le MEPAP est né de la volonté de groupes de jeunes qui, au lendemain de l'insurrection de 2014, se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient contribuer pour désamorcer un peu le climat social qui devenait délétère. Et là, en décembre 2017, les choses ont été actées, le mouvement a été créé et en février 2018, et les choses ont été actées. Et première activité qui a consacré ce que nous appelons l'appel de Koudougou du 17 mars 2018, qui lançait officiellement les activités du mouvement. Alors, objectif général du MEPAP, c'est de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la citoyenneté et le civisme, chez les Burkinabés. Et ça passe par l'organisation justement des APAP, donc les ambassadeurs de paix et autres. On en parle tout à l'heure. Et justement, d'où vous êtes venu de créer cette soirée de récompense ou ces activités aussi annexes? Alors, les ambassadeurs de paix Awards, APA, sont nés en 2021 après avoir constaté qu'au niveau du Burkina Faso, il y a des acteurs majeurs qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir les idéaux de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Alors, parmi ces personnes physiques et morales, il fallait pour nous aller à la recherche des actions qu'elles mènent pour promouvoir ces idéaux de paix et voir dans quelle mesure il serait important de pouvoir les porter à la lumière. Parce qu'il faut le dire, pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, qui œuvrent vraiment grandement à la promotion de ces idéaux de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et donc, en 2021, s'est tenue la première édition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque édition s'intéresse à la dynamique de l'actualité socio-culturelle et politique qui prévaut. Et chaque édition consacre une thématique sur laquelle elle traite, elle débat. Et en fonction maintenant de la thématique aussi, il y a des catégories qui sont définies dont nous allons parler évidemment. D'accord. On parlera des catégories tout à l'heure, mais justement, pour vous, quelle est l'importance d'organiser une telle soirée ou une telle activité dans surtout le contexte socio-politique que vit le Burkina Faso? Je pense que les APA ne sont pas une activité de complaisance pour plaire aux yeux de qui que ce soit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce Burkina, dont vous parlez tout à l'heure, où le contexte socio-politique n'est pas très aisé, dans ce contexte, il y a des personnes qui ne baissent jamais les bras, qui ne ménagent aucun effort pour que le Burkina Faso redevienne ce havre de paix que nous avons connu, pour que le Burkina Faso retrouve sa paix d'antan. Et donc, au niveau du bureau exécutif national du mouvement, il a été question d'aller dénicher, d'aller découvrir ces personnes-là, de les mettre en lumière afin qu'elles puissent aussi inspirer des personnes à aller dans la dynamique de paix. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui au Burkina Faso, la chose la plus précieuse que nous recherchons, c'est cette paix. Bien sûr. Voilà. Et le thème, vous avez parlé tantôt de ceux qui se battent.
Le thème a un rapport avec justement les forces combattantes, puisque c'est comment affermir donc la résilience psychologique des forces combattantes et leurs familles. Pourquoi réfléchir autour de cette thématique à cette 4e édition des APA? Alors, votre question m'amène d'abord à faire le récapitulatif voilà, sur le plan thématique des éditions précédentes. La première édition, les APA ont décidé de s'intéresser sur la forme de contribution de prise en charge des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés sur le champ d'honneur. Ça, c'était en 2021. En 2022, encore, les APA se sont intéressés à la contribution pour la réinsertion sociale et éducative des enfants déplacés internes, qui sont aussi une conséquence de cette crise sécuritaire que nous vivons depuis les lendemains de 2014. La 3e édition, c'est-à-dire l'année dernière, nous avons choisi de nous intéresser là à la contribution pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie engagés au front. Et c'est vrai que voilà, l'année dernière, en 2022, avec l'appel des nouvelles autorités à la participation citoyenne pour la défense de la patrie, beaucoup de jeunes se sont inscrits volontaires pour défendre la patrie. Mais derrière, alors, il y avait des situations sociales qui laissaient à désirer. Donc, nous avons réfléchi à comment aider, accompagner ces volontaires pour la défense de la patrie en apportant quelque chose à leur famille. Et pour cette 4e édition, celle de 2024, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, à travers toujours cet événementiel, les APA, a choisi de se poser la question sur comment affermir la résilience psychologique des forces combattantes et celle de leur famille. Alors, madame, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les forces combattantes, à savoir les FDS et les VDP, sont ceux-là qui paient le lourd tribut dans cette crise sécuritaire que nous vivons depuis 2014. Ainsi que leurs familles, de savoir que des fils, des filles, des pères, des mères sont engagés sur le théâtre des opérations pour travailler à la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, ces familles-là, quotidiennement se posent la question de savoir quand est-ce que papa, quand est-ce que maman, quand est-ce que mon fils, quand est-ce que ma fille reviendra du front, et de savoir qu'au quotidien, malheureusement, nous avons des hommes et des femmes qui tombent sur le champ d'honneur. Donc, tous ces questionnements ont pour conséquence de créer un certain stress, un certain traumatisme, voilà, du point de vue psychologique. Et donc, pour cette édition, nous avons décidé de nous intéresser à cette thématique. Et là, nous sommes accompagnés d'une association de professionnels, une association de psychologues, Espoir pour tous, voilà, qui nous accompagne dans l'élaboration d'un projet, un projet de contribution à la prise en charge psychologique et des forces combattantes, voilà, ainsi que leurs familles. Donc voilà un peu ce qui justifie le choix de cette thématique. Ça veut dire que ça a un lien forcément avec les 3 éditions passées. Justement. Alors, Monsieur Zagré, pour cette année en 2024, quelles sont les activités que vous avez programmées pour ces APA ou voilà, pour l'événement? Alors, il faut savoir que les APA généralement se tiennent en 2 phases. Voilà, nous avons d'abord un panel qui choisit de décortiquer le thème de l'édition. Et après le panel, il y a la cérémonie de récompense qui est un gala de charité. Là, il faut le préciser, c'est vraiment une action sociale. C'est un gala de charité au cours duquel nous récompensons des personnes physiques et morales, comme je l'ai dit tantôt,
Et aussi, nous essayons d'une manière ou d'une autre d'appeler des citoyens burkinabés et même des citoyens d'autres pays à contribuer pour la prise en charge un peu de ces forces de défense et de sécurité. Et donc, pour cette année, encore, nous aurons un panel, je ne sais pas si je donne déjà le programme, un panel qui se tient le jeudi 25 juillet. Donc c'est jeudi prochain. Hein, voilà, dans 2 semaines, je crois. Non, jeudi 25 juillet. Voilà, 25 juillet, à partir de 9h à l'ABEMAC. Et au cours de ce panel, nous aurons la présentation du premier draft du projet et nous aurons une communication de la CNAMU, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est un partenaire qui nous accompagne cette année pour l'édition 4. Et aussi, nous aurons des échanges avec les participants. Voilà, question de pouvoir enrichir encore ce projet. Donc après le panel, il y aura la soirée. Voilà, le lendemain du panel, c'est-à-dire le vendredi 26 juillet, à partir de 19h, à la salle polyvalente de Ouaga 2000, a lieu la cérémonie de récompense, le gala des APA, qui va s'organiser en plusieurs activités, activités de récompense, dont à des familles de FDS et de VDP, un appel à contribution pour le fonds de soutien patriotique et enfin une prestation d'artistes qui choisissent de nous accompagner. Alors, c'est bien, hein, on a vu ce programme. Maintenant, là, vous avez parlé de distinction. C'est surtout aussi là l'importance des APA. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter d'être APA? Ensuite, on verra donc les catégories. D'accord, merci. Et il faut savoir que chez nous, la désignation des différents lauréats se font sur concertation et proposition. Okay. Le MEPAP est une association d'envergure nationale. Nous avons 13 coordinations dans les 13 régions du Burkina. Voilà, donc au niveau des coordinations, nous demandons aux coordinateurs régionaux de nous envoyer des propositions à l'observation en local de personnes qui peuvent prétendre à un ou un autre trophée. Et une fois que ces propositions nous sont envoyées au niveau du comité d'organisation, nous avons un jury constitué qui examine toutes les propositions. Il faut savoir que les propositions doivent être motivées. Alors, qu'est-ce que la personne a fait pour que vous la proposiez à prétendre à une catégorie de trophées? Et donc, le jury analyse tout cela et décide de qui peut être lauréat, voilà, d'un trophée. Mais en termes d'action sur le terrain, est-ce que c'est, puisque c'est une cérémonie qui vise à parler de paix, à récompenser ceux qui œuvrent pour la paix, est-ce que quand ce ne sont pas des gens qui font des activités visant à renforcer la paix qui sont susceptibles d'être sélectionnés ou d'être nominés dans des catégories? Oui, justement, comme vous avez dit, nous allons parler des catégories tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que chaque catégorie a une définition. Par exemple, le trophée majeur des APA, que nous appelons le grand APA, par exemple, il récompense une personne physique ou morale qui œuvre pour les idéaux de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette personne a un impact sur sa communauté et devient comme une caution morale. Voilà, c'est une personne peut-être souvent qui est consultée pour des questions majeures ou bien qui a eu à poser des actions majeures en vue de la cohésion, voilà, dans sa localité ou même dans le Burkina. Ça m'amène par exemple à rappeler le premier APA, voilà, c'est-à-dire le grand APA de l'édition 2021, en la personne de l'ancien gouverneur des régions du centre-sud et du centre-nord, M. Casimir Segda. Alors, qu'est-ce qui lui a valu ce premier prix, ce grand APA? Alors, vous savez que l'ancien gouverneur s'est impliqué dans la résolution d'un conflit entre deux communes du Burkina, un conflit vieux d'une trentaine d'années.
qu'on n'arrivait pas à résoudre, mais il s'est fortement impliqué et aujourd'hui, ces deux communes-là ont enterré ce qu'on va appeler la hache de guerre. Donc vous voyez que c'est un acte salutaire, c'est assez édifiant et c'est ce qui lui a valu le Grand APA 2021. Celui de 2022 en la personne de El Hadj Amidou Baguian, qui est un conseiller du NABA de Dagnoé. Alors, dans ce flux de déplacement des populations qui fuyaient l'hydre terroriste dans leur localité, ces personnes qu'on appelle aujourd'hui déplacés internes, alors chez lui, il a décidé d'accueillir des dizaines de familles qu'il nourrit, des dizaines de familles à qui il offre gîte et couvert de ses propres fonds. Et il était dans l'ombre sans bruit. Et dans nos recherches, nous sommes arrivés à le dénicher et à reconnaître cette action louable et salutaire, et en lui attribuant le Grand APA 2022. Et ça m'amène à continuer dans la dynamique des APA 2023. Et la lauréate du Grand APA 2023, en la personne de Madame Kafando Zongo Kateri, qui est une matrone dans la commune rurale de Tougouri. Si vous connaissez bien Tougouri, aujourd'hui, il y a quelques jours, Tougouri, cette commune rurale, a été victime d'une double attaque. Mais cette matrone, elle est à Tougouri et chez elle, à la maison, elle a décidé d'aider et d'accompagner des femmes enceintes à faciliter tout ce qu'on peut appeler les CPN, les consultations prénatales, et même jusqu'à l'accouchement. Elle aide ces pauvres dames à accoucher dans la sérénité, dans la tranquillité, parce qu'à un moment donné, voilà, au niveau du centre de santé, ce n'était pas toujours aisé. Et jusqu'à ce jour, elle est là, à Tougouri, chez elle, et voilà. Okay. Donc, ce qui lui a valu le Grand APA de l'année 2023. Bon, on va attendre certainement la cérémonie pour découvrir le Grand APA de 2024. C'est ça. Et continuons dans les catégories, parce que là, voilà, revoyons justement l'image, monsieur voilà. Zagré. Est-ce que c'est de madame Justement, c'est ça, madame Kafando Zongone Catherine. D'accord, voilà. Super. Merci bien. Pour revenir à la cérémonie de cette année, on continue dans les catégories parce que vous nous avez expliqué, parlé du Grand APA, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres catégories aussi. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ces catégories-là? Alors, pour cette édition 2024, nous avons, après examen, retenu 8 catégories de trophées. Okay. 8 catégories de trophées que je m'avais citées. J'ai parlé tantôt du Grand APA, qui est la première catégorie. Et ensuite, nous avons l'APA du leadership. L'APA du leadership récompense une personne physique ou morale qui, par son leadership, arrive à amener les gens, voilà, à aller toujours vers les objectifs et de promotion de paix et de cohésion sociale. En plus de l'APA du leadership, nous avons l'APA du patriotisme qui récompense une personne physique ou morale qui démontre un attachement à la patrie et qui s'engage à la promouvoir et à la défendre à travers des actions citoyennes. Ensuite, nous avons l'APA de l'engagement social envers les FDS et les VDP. Et c'est une catégorie qui se veut en lien vraiment avec la thématique de cette édition. Et cette catégorie récompense une personne physique ou morale qui mène des actions sociales envers les FDS et les VDP. Nous avons ensuite l'APA de l'intégration qui récompense une personne physique ou morale expatriée résidant au Burkina Faso qui s'illustre par des actions d'intégration socio-culturelle. Ensuite, l'innovation majeure de cette année, c'est l'élargissement des APA à l'espace géopolitique qui fait un peu la une aujourd'hui, que nous appelons
AES, l'espace AES. Donc cette année, nous avons initié un trophée appelé trophée de l'AES qui récompense une personne physique ou morale de l'espace AES, c'est-à-dire une personne physique ou morale du Burkina, du Mali ou du Niger. Et tout cela sur proposition et le jury va analyser. Donc ça peut être un Malien, ça peut être un Burkinabé, ça peut être un Nigérien qui va repartir avec ce trophée de l'AES. En plus, nous avons l'appât d'honneur. L'appât d'honneur chaque édition. Et cet appât est présent parce que, il faut le dire, ce n'est pas toujours aisé de pouvoir organiser ce genre d'activité. Et ça nécessite souvent beaucoup de moyens et c'est l'occasion aussi d'appeler en tout cas les partenaires qui souhaiteraient s'associer à l'événement à ne pas hésiter. Donc l'appât d'honneur récompense des personnes qui accompagnent d'une manière ou d'une autre l'organisation pratique de l'édition, l'organisation pratique des appâts. Et enfin, nous avons appât d'hommage. Et il faut dire que cet appât, au début, nous ne l'avions pas, nous étions à cette catégorie. Malheureusement, il y a 2 semaines, nous avons perdu un des nôtres. Je profite de saluer sa mémoire. Et donc, l'appât d'hommage, c'est une catégorie de trophées qui récompense les hauts faits d'un membre du mouvement et qui malheureusement nous a quittés. Et donc ici, il n'y a pas de proposition en tant que telle, c'est le comité d'organisation qui observe et qui décerne à titre posthume un trophée et qui est le plus souvent remis à sa famille. Donc voilà ainsi défini les 8 catégories à part pour l'édition 2024. Merci beaucoup. Est-ce que pour ces récompenses, on voit que, pour revenir à l'image de madame qui a obtenu le prix le grand appât 2023, on voit qu'il y a une attestation, un trophée. Est-ce qu'après vous ajoutez autre chose? Je vous ai parlé tout à l'heure de la difficulté financière de pouvoir tenir ce genre d'activité. Ça demande beaucoup de moyens. J'en ai profité pour appeler à la bonne grâce et à la diligence des partenaires qui vont accepter de nous accompagner. Alors, systématiquement, les trophées ne sont pas accompagnés d'enveloppes. Au niveau du MEPAP, nous prévoyons juste le trophée et une attestation de lauréat. Mais il arrive que pour des éditions, des partenaires décident de nous accompagner avec des prix en nature comme en espèces. Pour exemple, en 2022, par exemple, le grand appât a eu la chance d'aller avec une enveloppe qui a été gracieusement offerte par l'Assemblée législative de la transition de l'époque. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas systématique. Si, par exemple, le groupe Savane Média décide de prendre en charge l'appât du patriotisme avec une enveloppe, ce serait la bienvenue chez nous. Voilà. Merci bien. Je dis merci, je ne dis plus rien. Merci beaucoup. Monsieur Zagri, on va rappeler les dates des 2 événements majeurs pour la célébration de ces ambassadeurs de paix là, et avant qu'on ne se quitte. Ok. Alors, il faut rappeler que pour l'édition 2024, nous organisons un panel le jeudi 25 juillet à partir de 9h à l'Abemac. Alors, ce panel, il n'est pas véritablement ouvert au grand public. La participation est sous condition de présentation d'une invitation du comité d'organisation. Et le lendemain, c'est-à-dire vendredi 26 juillet, à partir de 19h, à la salle polyvalente de Ouara 2000, se tient le gala des appâts, le gala de récompense, le gala de charité des appâts,
Et je rappelle, à partir de 19h, et cette édition encore, les APA, le gala APA sera retransmis en direct sur une chaîne de télé, voilà, de la place, si je peux donner le nom. C'est bien sûr la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB. Donc, à partir de 21h, vous aurez l'occasion et la possibilité de suivre le gala des APA en direct sur la RTB. Alors, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on se retrouvera certainement 25-26, vous avez dit. Et je suppose que c'est sur cas d'invitation aussi, hein, comme vous l'avez dit, pour le panel. Alors, le panel, c'est sur présentation d'une carte d'invitation. Également pour le gala, c'est sur présentation d'une carte d'invitation. Et les contacts sont sur nos différents visuels. Ici, vous me permettez aussi de les donner ici pour savoir comment obtenir ce droit d'entrer ces cartes d'invitation. Alors, pour tout besoin, vous pouvez contacter le 70 75 60 42 ou le 70 24 51 61. Et pour ceux qui souhaiteraient écrire sur WhatsApp, ils peuvent contacter au 77 08 81 81. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité aujourd'hui M. Smaïla Steve Zagré. Il est secrétaire chargé à la communication du MEPAP. C'est le mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et nous parlons bonnes affaires concernant donc des bacheliers, surtout 1000 nouveaux bacheliers qui seront sélectionnés, qui auront donc la chance de participer à ce panel-là qui va les orienter. Nous recevons nos invités pour en parler justement. Nous sommes avec Charlemagne Bilgo qui est le président donc de l'association Les Merveilles du Faso. Bonjour Bilgo. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. À nouveau sur ce plateau. Merci. Toujours accompagné de Dr Dieudonné Tiberi, ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo, qui accompagne ces jeunes-là. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci bien. Merci aussi. Alors, merci d'être là. Bilgo, pour commencer, on revient sur le projet 1000 nouveaux bacheliers, donc, puisque c'est ce projet qui nous réunit. Qu'est-ce qui a motivé la création donc, de ce projet? Alors, déjà, il faut dire qu'après le baccalauréat, il y a beaucoup de questions qui se posent dans la tête du nouveau bachelier. Et surtout qu'il s'est donné au maximum pour obtenir le baccalauréat, il convient bien sûr d'avoir toutes les informations nécessaires. Nous, en son temps, on n'avait pas forcément eu la chance d'avoir des gens qui nous ont guidés directement parce qu'on s'est retrouvé à choisir 4 filières, tâtonner avant de se retrouver. Et il s'est trouvé aussi qu'arrivé en première année, il y a certains de nos camarades qui disaient qu'ils ne sont pas dans la bonne filière, qui ont voulu changer de filière. Même jusqu'à la deuxième année, il y a d'autres qui veulent souvent essayer de changer les filières parce qu'ils ne s'est pas réellement retrouvé dans la filière qui correspond et à sa personnalité et à ses objectifs. Et souvent, on n'a même pas les informations nécessaires quand on obtient le bac. Donc, pour éviter ce retard, pour éviter que certains aillent jusqu'à l'université dans une mauvaise filière et que ces personnes-là se trouvent à devoir changer ou encore essayer de trouver d'autres solutions, on a pensé qu'il faut mettre en place ce projet pour essayer déjà de leur donner les informations nécessaires afin qu'ils puissent éviter certaines erreurs que nous on a commises certainement en son temps. Et voilà, 4 ans maintenant, le projet fait bon cours et aide énormément de personnes. Et aide énormément de personnes. Alors, docteur Tiberi, c'est important de tenir un tel projet vis-à-vis de la jeunesse ou des nouveaux bacheliers selon vous? Oui, très important parce que moi-même déjà en tant qu'enseignant, mais déjà mes collègues pourront le confirmer, souvent quand vous commencez l'année, parfois à peine le premier trimestre, en octobre et autres, bon, disons novembre, décembre, il y a certains qui viennent vous dire « Ah, moi je vais changer de filière ». Il y a d'autres qui continuent dans l'espoir que ça s'améliore et puis bon, après, ça devient un peu plus compliqué. Et comme M. Bilgo l'a souligné, parfois, ça en fin d'année, vous allez trouver quelqu'un, il va en deuxième année, mais il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, il est dans une filière où il fait l'effort parce que les parents sont là, on le soutient, mais il ne se retrouve pas. Donc, il est important que les jeunes puissent savoir choisir leur filière, mais aussi de conseils avec leurs parents. C'est pourquoi, à l'occasion de cet événement, on demande aussi aux parents de venir.
Parce qu'il y va de l'avenir de l'enfant, il faut qu'il soit là pour échanger avec eux, pour qu'au moins, quand on fasse un choix de filière, l'enfant sache pourquoi. Et s'il allait dans une filière où il est moins bon, qu'il puisse savoir quels sont les compléments qu'il faille faire, quels sont les efforts qu'il faille fournir pour pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, le bac est terminé, donc pour cette année, bien sûr. Oui. L'activité est programmée pour se tenir dans 3 villes d'abord, mais vous commencez par Pau demain. Exactement, demain nous serons à Pau à partir de 7h30 à la salle des fêtes de la mairie. Et nous allons discuter, échanger, informer, apporter le maximum d'informations. C'est avec bien sûr la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires que voilà, l'activité est organisée. Elle va avoir lieu et tout est prêt. Tout est prêt. On attend que les nouveaux bacheliers. Bien sûr. Est-ce que déjà au niveau de Pau aussi, en termes d'invitation, c'est géré? Parce que oui. À Ouaga, on va revenir sur tout à l'heure, il faut prendre des cartes d'invitation. Bien sûr. Au niveau de Pau, les invitations sont... Tout est OK parce que, bon, il faut noter que Pau est quand même plus petit que Ouaga. Oui. Voilà. Donc, ça permet de se contacter plus rapidement, d'aller voir quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va peut-être amener une autre personne qui va à l'activité très facilement. Donc, tout ça, ça a été géré. Et même les localités environnantes ont des représentants qui vont venir. Ok. Venons-en à l'activité à Ouagadougou. Oui. Parce que à Ouaga, ça sera... la semaine prochaine. Oui, exactement. La semaine prochaine, le mercredi 17 juillet, à partir de 7h30, au Sénasa. C'est le matin également. Docteur, pour ceux de Ouaga, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ceux qui vont effectuer les déplacements? Ok, donc pour ceux de Ouaga, nous avons différents points que nous allons aborder. Le premier point est celui de s'identifier, d'identifier sa personne avant de pouvoir faire son choix. L'identification de sa personne va vous permettre de savoir qui vous êtes, quelle est votre position de vie et quel est votre tempérament. Et en fonction de ce tempérament, maintenant, vous allez voir les filières qui peuvent vous convenir en fonction de la série du baccalauréat que vous avez obtenu. Quand nous allons terminer ce volet, nous allons passer à un autre volet. Le second volet, c'est quelles sont les universités publiques, les centres universitaires, les centres de formation de l'État qui réceptionnent, qui prennent les nouveaux bacheliers. Ensuite, maintenant, quelles sont les universités privées reconnues par le CAMES? Ce pan fini, on va ajouter les bourses d'études. La bourse nationale, la bourse intermédiaire. Intermédiaire, c'est ceux qui n'ont pas eu en première année, mais après qui ont eu de bonnes moyennes. Ensuite, il y aura le FONER, que tout le monde connaît plus, et les bourses internationales, bourses de coopération, les bourses aussi canadiennes et tout le reste que nous allons évoquer. Et pour terminer, on va leur parler du système LMD brièvement. Ça fait un peu long, mais on a décidé, comme chaque année, après les jeunes nous approchent pour toujours poser des questions, savoir ce qui se passe. C'est pourquoi on a décidé cette année de mettre un guide à disposition. Donc le guide que nous l'avons appelé guide du nouveau bachelier. Tous les points qui seront évoqués ce jour sont à l'intérieur. Ce qui est agréable, c'est que quand il prendra ce guide du nouveau bachelier, après avoir échangé, ils suivront même en même temps que nous. Donc, il suit en même temps que nous les points qu'il ne comprend pas, comme il y a des groupes WhatsApp, il peut échanger là-dessus. Arrivé à la maison, il peut également échanger avec les parents, les amis ou les frères et sœurs. Et quand souvent on finit la formation, 2-3 jours après l'euphorie, bon, souvent on oublie. Ah, qu'est-ce qu'ils avaient dit, quel est l'autre? Donc, ça va vous suivre jusqu'à l'orientation, jusqu'au choix final. Tous les grands points sont abordés, tous les éléments y sont afin de faciliter la tâche au nouveau bachelier. Donc, le guide d'entretien cette année est du bachelier. À chaque fois, je dis guide d'entretien. Le guide du bachelier est à disposition pour tous les bacheliers. Et on a fait une somme symbolique. Juste, voilà, on ne veut pas exagérer. C'est une somme symbolique de 2000. Mais je précise, l'entrée est gratuite sur cas d'invitation. Le guide d'entretien est un complément. Donc, celui qui n'en a pas besoin ou qui n'a pas les moyens peut venir. Mais de façon plus simple, commencez à négocier avec les tatas, les tantis. Mettez vos 2000 de côté. Et puis, ce jour-là, récupérez-le. Et on l'a fait tout beau pour qu'ils puissent continuer de le manipuler et puis d'être content aussi, comme un petit cadeau. Alors, docteur, vous avez évoqué le fait que c'était important que les parents soient dans la salle avec les élèves. Parce que souvent aussi, c'est un conflit en termes de choix de filière entre bacheliers, parents. Souvent, il y a des parents qui ont déjà choisi votre filière pour vous, avant même que vous n'ayez le bac. Bon,
c'est important quand même de parler encore aux parents, docteur, je pense. Oui, effectivement, c'est très important parce que c'est le parent qui vous scolarise, qui paye tout, qui vous prend en charge. Effectivement, vous allez voir certains papas, ils sont contents que la fille ou le fils aille faire médecine. Ça permet aussi de gérer les cas de santé et tout le reste. Et puis par moment, l'enfant veut faire autre chose parce qu'au fur et à mesure, il y a des nouvelles filières, il y a des nouvelles tendances. Donc, ce qui est intéressant quand on demande aux parents de venir, ou bien quand l'enfant va récupérer le guide d'entretien, à la partie où on décrit le moi sur la personne, intraverti ou extraverti, par rapport aux positions de vie et les tempéraments qui sont nerveux, flegmatiques, bilieux et puis sanguins, il va voir réellement son profil et il pourra dire au papa, je suis dans ça. Et vous voyez les emplois qui me conviennent. Et au père de réfléchir maintenant, de voir, ou à la mère de réfléchir, et de voir si je peux le laisser continuer là-bas, ou comment le convaincre d'aller de l'autre côté. Donc, c'est toujours un dilemme. À chaque fois, les étudiants, les futurs étudiants nous posent ce problème, et on essaie de leur dire, le dernier mot revient aux parents, mais à vous d'avoir les arguments pour savoir. Pour convaincre. C'est surtout ça. C'est ça, convaincre. Voilà. Alors, Bilgo, pour ajouter. Alors, moi, je vais déjà me fixer sur la dernière chose que le docteur a dit. D'accord. C'est aux parents, et ce sont plutôt les parents qui ont le dernier mot, mais il faut avoir les arguments pour convaincre. Les arguments pour convaincre dans le sens où il faut déjà se rendre compte que l'objectif des parents, c'est protéger. C'est parce qu'ils veulent protéger, c'est pas parce qu'ils veulent juste imposer, mais c'est parce qu'ils se disent quand même que dans cette filière, l'étudiant en question, le nouveau bachelier va s'épanouir, il va avoir des opportunités. Et il y a certains même qui ont déjà préparé certaines opportunités pour accompagner ces nouveaux bacheliers-là. Donc, il peut arriver, rien que pas plus tard que le vendredi, si je ne me trompe pas, il y a un qui m'a approché, un nouveau bachelier. Lui, ses parents voulaient qu'il fasse la logistique. Non, ils veulent qu'il fasse la logistique. Et lui, il est passionné de dessin. Donc, la filière par passion à laquelle il voudrait aller, ce sont les arts. Bon, c'est un peu un conflit qui se pose et tout, mais s'il a aussi les bons arguments, j'ai essayé d'expliquer certains éléments, certaines opportunités liées à ça. On l'a finalement invité pour qu'il vienne au panel avec les parents. Là, ça permet aux parents d'avoir certains arguments qui le convainquent plutôt que on peut être dans les arts, s'épanouir. Et également, la logistique n'est pas bonne. Donc, dans le cas où effectivement c'est bien argumenté, que c'est bien expliqué, je pense qu'il peut arriver à avoir une conciliation et non se révolter contre les parents. D'accord. Alors, on va rappeler les dates de l'activité, les conditions pour participer et puis les adresses de l'association pour avoir la carte. À tous les nouveaux bacheliers et aux parents de nouveaux bacheliers, 17 juillet au Sénasa, à partir de 7h30, nous serons là pour parler orientation, choix de filière, bourse d'études, ainsi de suite. L'accès il est conditionné par la détention d'une carte d'invitation qui peut être également reçue en envoyant le nom et le prénom au 07 47 47 36 ou encore le 71 51 23 71 à la fin. Donc, un message WhatsApp ou encore un SMS, c'est suffisant et vous recevrez la carte d'invitation dans un délai maximal de 48 heures. Ok. Donc, ça se passe sur WhatsApp. Exact. Merci bien, docteur. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Juste dis encore félicitations aux nouveaux bacheliers, mais félicitations à tous ces parents qui les ont accompagnés. Il est temps maintenant de prendre un autre départ, à savoir avec l'orientation. Donc, venez pour avoir le maximum d'informations et après faites votre choix librement sans rien regretter. Sans rien regretter. Merci Bilgo. Rendez-vous le 17 juillet, soyez là. 17 juillet. Et même s'il pleut, nous sommes C'est vrai de rappeler, parce que je me rappelle que vous avez dit qu'il y a eu une oui, même s'il pleut, nous serons là. Même s'il pleut, ils sont là. Ne dites pas que comme il y a eu la pluie, peut-être que l'activité a été reportée, ils seront là, la salle est couverte, donc vous pouvez venir et on vous présente le guide du nouveau bachelier qui sera tiré ce jour-là. Vous avez dit au prix symbolique de 2000 francs. Et puis ils ont le choix de la couleur. Il y a jusqu'à 2 couleurs. D'accord. Super. Merci beaucoup à vous d'être passés. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour de Faso. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Plus.